Vous avez eu la chance, l'opportunité, le privilège de nous écouter, de nous entendre et d'entendre nos avis tranchés sur la conférence Est hier, et aujourd'hui, en ce samedi, en ce grand jour de début de play-off, hem, ça y est, c'est parti. On va enfin pouvoir se concentrer sur la conférence Ouest, la Ligue 1. On a fait la Ligue 2 hier et on passe sur la Ligue 1 aujourd'hui, et pour ce faire, on ne change pas une équipe qui gagne, Shai. Tu prêt? On se retrousse les manches et on part sur nos pronos prévus de la conférence Ouest? Allez, c'est parti. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça parce que, comme vous l'imaginez, il y a pas mal de choses à dire. On va garder le format de la première vidéo, on va aller dans l'ordre chronologique. Au moment où on tourne en ce vendredi, on n'a pas eu le qualifié de ce play-in entre Dallas et Memphis. Je te lance là-dessus tout de suite. On fait Ouais. de la science-fiction, hein, parce que vous avez cette vidéo publiée et vous savez qui a gagné. Est-ce qu'on est tous les 2 d'accord pour dire que Dallas va aller en play-off? À la base, j'avais mis Memphis quand même dans mes pronos, Ouais, heu, mais peut-être parce que tu sais que c'est une équipe que j'aime bien et que je m'attendais pas à la fin de saison avec le drama qu'on connaît. ouais. Mais c'est vrai que Dallas sur le match a été impressionnant, sur le match de play-in a été très serein, a montré plein de choses, intéressantes. Je suis pas certain en tout cas. C'est Memphis a les armes pour les embêter, ça va dépendre de si Ja Morant aussi est de retour. Ça peut, enfin, peut jouer en tout cas après son entorse. Non, donc je suis pas à 100 sûr que ce soit, l'un ou l'autre, à vrai dire. Mais par contre, je suis sûr de l'issue de la série du premier tour. Eh ben, on va aller là-dessus. Moi, sur le côté play-in, comme ça, soit je passe pour un guignol au moment où la vidéo sort, soit ça va, j'ai une analyse raisonnable. Je pense que Dallas va faire le taf, surtout que Ja, jusqu'à aujourd'hui, donc en ce vendredi, on tourne, est toujours un peu, en difficulté avec sa cheville, même si je pense qu'il jouera sur un match comme ça, élimination directe, il devrait jouer, mais après à voir dans quel état. Et puis pour, la fanbase de Dallas qui a tellement souffert, je pense que la moindre des choses serait au moins d'aller jouer ce premier tour de play-off contre le leader, la meilleure équipe de la saison régulière, l'Oklahoma City Thunder. Je te donne 2-3 chiffres. Donc la meilleure équipe de la conférence Ouest, mais en fait la meilleure équipe de la ligue, 68 wins, 14 défaites, une saison tout simplement historique pour le Thunder. Le young core du Thunder mené par ce qui potentiellement pourrait être le MVP, à voir, on n'a pas encore l'info, de Shai Gilgeous-Alexander. Vous connaissez le roster, du Chet Holmgren, du Jalen Williams, du Isaiah Hartenstein, du Caruso, enfin bref, une énorme équipe, bien coachée, qui a réussi à s'ajuster un petit peu de manière, impressionnante tout au long de la régulière, à pallier aussi les absences d'Hartenstein et de Chet Holmgren en début de saison et au fur et à mesure de la saison à bien s'ajuster à leur retour et bien intégrer tout le monde. Que ce soit Dallas, que ce soit Memphis, Shai, je pense qu'on va pas trop perdre de temps là-dessus. Les clés de la série, le facteur X et après on part sur un prono. Globalement, comment tu la vois cette série potentielle? Bah, à partir du moment où j'imagine, Oklahoma City aller très, très loin dans ces playoffs, je les vois pas, être en difficulté. Ouais. À nouveau, ce que je te disais, sur la preview de la conférence Est, là, on aurait un cataclysme encore plus invraisemblable si OKC sortait au premier tour ou était même vraiment accroché, ce serait une énorme surprise. Personne n'a dit que Dallas n'avait pas une bonne équipe et des bons joueurs malgré toutes les galères qui leur sont arrivées. Mmh. Anthony Davis, si c'est Dallas, peut très bien, leur poser des problèmes sur un ou 2 matchs. Si c'est Memphis, on n'est jamais à l'abri de très bons matchs de Ja Morant, de Jaren Jackson Jr. qui joue bien. Donc dans tous les cas, il y a des choses qui peuvent, mettre un peu en difficulté OKC, mais avec ce qu'on a vu sur toute la saison, ça a été l'équipe la plus stable, la plus régulière, portée par le probable MVP, je pense, avec les votes qu'on peut lire ici et là de gens qu'on se vote pour le MVP. Dans tous les cas, l'un des très, très, très bons joueurs de cette ligue et qui font la différence. Non, pareil, je vois pas de monde où OKC est embêté. Il y a trop de solutions en défense. C'est une équipe qui est forte à tous les postes en défense, hein. C'est-à-dire que même Shai Gilgeous-Alexander, qui est le meneur d'attaque, qui est le joueur principal en attaque, peut très bien, je veux dire, il va pas être ciblé en défense, tu vois, en Mmh. théorie. Hem, Quelques interrogations éventuellement sur est-ce que Chet Holmgren, sera, a suffisamment lancé sa saison, pour arriver en pleine puissance, à pleine puissance en play-off. D'autres interrogations sur la capacité de Jalen Williams à être le
l'option numéro 2 d'un candidat au titre. Je pense qu'il peut l'être. On l'a vu cette Ouais, année, il peut aussi passer un cap. Enfin, il y a trop de certitudes des 2 côtés du terrain. Tu vois ce que je te disais sur Boston, dans la preview d'hier? Ça vaut aussi à un degré différent parce qu'ils ont pas encore été champions. Ça vaut aussi pour le Thunder. C'est trop complet pour être, inquiété à mon avis. C'est aussi extrêmement bien coaché. On parle pas beaucoup de lui parce qu'il a gagné le titre l'année dernière de coach of the year, mais Marc Daigneault, a encore fait une saison, excellente, hein. L'équipe a gagné plus de matchs. Non, pour moi, il y a trop d'écart. J'aurais aimé voir un OKC Dallas au premier tour avec, Luka Doncic du côté des Mavs. Ça n'arrivera ils auraient peut-être pas terminé 10e, hein. Ils auraient peut-être pas terminé 10e, mais non, quelle que soit l'équipe qui sera en face du Thunder, et que vous connaissez, vous avez de la chance, nous on le sait pas encore à l'heure à laquelle on enregistre. Je vois pas de difficulté pour OKC, ou sinon c'est qu'on a la saison régulière ne veut absolument plus rien dire, et c'est un problème. On est d'accord. On est d'accord là-dessus, quoi qu'il arrive et quelle que soit entre guillemets «la match-up», je pense qu'OKC aura largement l'avantage, et j'ai même envie de te dire encore plus sur Memphis. Je sais pas pourquoi, mais Memphis, le licenciement du coach à quelques semaines de la fin, un Ja, à voir, hein, mais déjà physiquement s'il est un petit peu en dessous, et puis Jaren Jackson, moi si tu veux son premier match de play-in contre les Warriors est juste dramatique, Mmh. et je pense vraiment qu'il peut se faire éteindre sur une série comme ça avec la l'envie, le côté, rugueux et rude d'un Hartenstein, et à côté le côté smooth d'un Chet qui peut avoir lui c'est peut-être le côté où j'ai des doutes, c'est Chet. À voir comment, parce qu'on en a pas trop parlé, mais la saison est quand même un peu en demi-teinte, moins impressionnante que la saison dernière, je trouve. Donc à voir aussi comment ça se passe. Heu, Moi, je vais pas tourner autour du pot. Je n'ai pas mis un seul sweep dans la conférence Est, mais là, je pense que c'est un sweep pour OKC, et quel que soit l'adversaire. Mmh, je réfléchis. Je suis un peu biaisé parce que j'aime vraiment beaucoup Memphis en temps normal, et j'aimais bien la version des Grizzlies avec Taylor Jenkins. J'aimais bien la Ouais. version des Grizzlies avec Jalen Wells qui, s'est fracturé le poignet, sera pas là. Mmh, J'aime bien la défense collective des Grizzlies, pas celle individuelle, de Jaren Jackson Jr. par exemple, qui, pour le coup, quand il y a une défense collective solide, c'est un bon défenseur. Mais d'accord. le fait qu'ils prennent, qu'ils fassent des matchs à un ou 2 rebonds, ça ne fait pas tout les rebonds, hein, on est d'accord, mais c'est un peu inquiétant sur l'implication qu'il peut mettre. Hem, je pense quand même, on va dire que en fait, que ce soit Memphis ou Dallas, je pense qu'ils peuvent théoriquement prendre un match, Ouais, mais je vais te rejoindre sur le sweep ce coup-ci. et on embrasse ton collègue Antoine, et on part aussi sur un petit prono. Combien de matchs Jaren Jackson va terminer en faisant moins de 6 fautes? Ah ouais, non, le problème des fautes, bon, c'était un peu moins le cas, dans un passé pas si récent, mais ouais, 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 ça va être un problème aussi, et je pense qu'il sera mis au défi de ce côté-là. Ça peut être un peu ça va pas être un révélateur parce que Memphis ou Dallas ne seront absolument pas favoris, mais ça aura quand même des petites implications pour l'intersaison des 2 équipes. Ça, faut le garder en tête, parce que personne ne voit OKC, éliminé évidemment, donc on va pas parler des implications pour OKC. Pour Memphis et Dallas sur le chemin à suivre après, tu vois, Dallas peut s'acheter un peu de répit, pour les prochaines semaines. C'est provisoire, hein, parce qu'avec ce qui s'est passé, il y aura bien pas de sûr. répit avant très longtemps, et pour les Grizzlies, notamment pour, Thomas Issalo qui a été un peu mis sur le devant de la scène comme ça, de manière, un peu précoce, bah, ça a des implications aussi, voilà. Donc, ouais, ouais, bah, je vais rester sur un sweep. Je pense qu'OKC aussi doit, pouvoir s'affirmer rapidement dès le Ouais, premier tour. je pense que, comme tu le dis, ce serait même une marque, de respect pour le reste de la conférence Ouest. On sait que c'est la jungle. OKC sort une saison magnifique, et ce serait vraiment le point d'exclamation de dire: «Bah, écoutez, Dallas-Memphis, avec tout le bordel qu'il y a eu sur cette saison régulière, que ce soit aussi bien au niveau des effectifs sur le terrain qu'en dehors, nous tout roule, et on va finaliser, la série comme ça avant de peut-être se casser la gueule sur les Clippers ou les Nuggets. On en reparlera. On va rentrer dans le vif du sujet parce que là, c'est bien. OK, si voilà, on est content. On va rentrer sur cette deuxième série qui, pour moi, est l'une des séries les plus compliquées à pronostiquer. Les Houston Rockets affronteront les Golden State Warriors. Les Houston Rockets, je pense que dans le côté, c'est même plus darling, mais personne les attendait à ce niveau-là. Tu vois, à l'Est, tu me parlais d'Atkinson en tant que coach de l'année, et bah, peut-être que le deuxième, c'est Ime Udoka. Voir s'il a des votes en tant que coach de l'année, je ne suis pas contre. Houston termine avec 52 wins et 32 défaites, deuxième de la conférence Ouest.
Les Warriors terminent en 48-34 et les Warriors ont complètement, excusez-moi du terme, mais ont complètement chié leur dernière semaine de régulière. Parce que depuis le trade de Butler, les Warriors étaient peut-être allez, une équipe top 3 de l'Est où, enfin, t'avais vraiment pas envie de les prendre. Ils étaient trop forts. Là, ça jouait trop bien. Steph avait récupéré des jambes. Draymond, sur une saison régulière défensive magnifique et en termes de gestion, en termes de fit avec Butler, c'était parfait. Butler nous a montré sur son match de play-in contre Memphis que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde quand on rentre en play-in play-off. Il l'a encore une fois montré sur ce match-là. Et malgré ça, les Warriors, en perdant contre San Antonio et contre Houston, des matchs atroces et contre les Clippers sur le dernier match de régulière, se sont retrouvés en ballottage, ont dû taper Memphis au premier tour de play-in et se retrouvent contre les Houston Rockets. Voilà globalement les clés de la fin, la présentation de la série. Shai, quelles sont pour toi les clés de cette série et quel serait pour toi le scénario où les Warriors, si on peut parler d'upset, font l'upset, ou si les Houston Rockets arrivent, malgré le manque d'expérience collective, à défaire ces Warriors-là? Elle est super intéressante cette série parce que, ça va nous dire un peu qui sont les Rockets, je pense. Les Warriors, bon, tu as raison, la fin de saison régulière a été décevante, mais on voit à peu près quelle équipe ça peut être, tu vois? Dans les meilleures dispositions, il y a 2-3 interrogations, l'utilisation de Kuminga qui est sorti de la rotation, tout ça. Bon, on peut épiloguer dessus, mais pour moi, là, je veux c'est les Rockets que je veux voir dans cette série. Parce que alors non, tu as raison, personne les voyait 2e. Par contre, je suis assez content parce que je les ai mis 4e en début de saison. Ça pouvait être le je les voyais. J'ai beaucoup aimé les premiers pas d'Udoka comme coach à Houston. Tout de suite, l'identité donnée, le style de jeu. Alors c'est un peu, ça peut être old school un peu parfois, hein, c'est un peu dur, ça manque de création et de créativité dans la façon de jouer en attaque, mais c'est quand même un voilà, ce qu'il a fait est excellent et je pense qu'il mérite aussi d'être, au moins sur le podium pour le coach de l'année. Moi, ce que je veux voir pour les Rockets, c'est, à quel point est-ce qu'ils sont loin des meilleures équipes? Est-ce que qu'est-ce qui leur manque? Il y a les rumeurs autour de Kevin Durant, ou est-ce qu'il leur manque un joueur de ce calibre-là? Est-ce qu'il faut juste, un peu d'expérience pour ce groupe-là qui est déjà prêt? Parce qu'il y a des joueurs qu'on a vus dedans là sur cette saison, les Sengun, Amen Thompson, Jalen Green, ça a progressé dans tous les sens. À quel point, c'est ça que je veux voir. Contre une équipe ultra expérimentée, c'est même un euphémisme de dire ça pour eux, tellement ils ont de matchs de play-off, ensemble pour certains et d'un autre côté pour Butler tout seul. C'est ça m'intéresse beaucoup. Je veux aussi voir si les limites offensives qu'on a pu parfois entrevoir chez les Rockets, vont se retranscrire en play-off. Parce que parfois c'est un peu stéréotypé. Ouais. Mon camarade Antoine, dit souvent que sur demi-terrain, c'est quand même pas très beau à avoir joué et qu'en play-off, ça aura ses limites. Mais moi, j'aime bien ce côté dur, on n'a pas peur, on va essayer de montrer qui on est. Ceci étant dit, tu verras quand, tu me poseras la question sur le pronostic. Je pense qu'on va voir des belles choses de la part des Rockets, mais je pense qu'ils sont trop justes encore pour le moment, pour vraiment sortir une équipe comme les Warriors. Parce que la fin de saison régulière des Warriors peut poser des questions, mais je me base quand même sur ce qu'on a vu avant, sur le tandem, même le trio. Tu fais bien de parler de trio avec, Green. Ces 3 là, plus le supporting cast qui est autour, qui est quand même fiable. Mmh. Je pense que ça va être dur pour les Rockets quand même. Mais c'est un moment important pour eux. Il faut qu'ils montrent, faut pas qu'ils se fassent balayer. Faut pas qu'il y ait un monde d'écart entre eux et les Warriors. Il faut qu'il y ait des matchs accrochés, une ou plusieurs victoires de leur part pour être vraiment sur le bon chemin pour la suite. Ouais, je te rejoins sur tous ces éléments-là. Ce qui est assez intriguant, c'est que, enfin, paradoxalement au classement et au potentiel upset que les Warriors pourraient réaliser, je pense que les Warriors ont beaucoup plus à perdre que Houston Ah oui. Ah sur cette complètement. série, mais largement. Comme tu l'as dit, Houston, c'est un peu un test grandeur nature comme OKC a pu le vivre l'année dernière, alors à toute proportion gardée, mais comme Détroit et Indiana, enfin Détroit cette saison et Indiana la saison passée avaient vécu. C'est un test grandeur nature. On va voir en fait, cette série nous permettra de classer les joueurs à Houston. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est sûr que Sengun, Jalen Green, c'est le duo sur lequel tu as envie de construire et après, est-ce que ce serait peut-être pas plus Amen Thompson, ton potentiel leader autour duquel tu as envie de construire? En fait, la question, c'est de savoir, est-ce qu'au terme de cette série et en fonction du résultat qu'il y aura, on est accordé pour dire que il manque une superstar dans cette équipe, un potentiel Kevin Durant? Ou est-ce que Udoka a tellement réussi à faire
de Houston un collectif comme il avait fait un peu avec Boston, que tu n'as pas besoin d'une superstar. Tu as 3 jeunes joueurs hyper talentueux et tu essayes de construire autour avec en amenant des vétérans, des mecs expérimentés, du Fred VanVleet, du Steven Adams, du Dillon Brooks. C'est assez intriguant. Côté Factor X, je pense que du côté de Houston, je vois pas Sengun prendre autant de plaisir que j'ai pu entendre parce qu'il va quand même être défendu par Draymond Green et que Draymond Green a la capacité de vraiment emmerder ce genre de pivot-là. Pour moi, mon facteur X, c'est vraiment Amen Thompson, en fait. Amen Thompson et c'est assez rigolo parce que, si je ne dis pas j'ai plus le nom du joueur en tête, mais un joueur actuel disait qu'en fait, c'est peut-être l'athlète le plus impressionnant de la ligue actuellement. Hem, il LeBron y a a dit quelque chose dans ce sens-là en tout cas, hein. Ouais, Il y a pas ouais, très c'est longtemps. ça, Ça peut être LeBron. c'est ça. C'est vraiment un ovni. C'est un ovni, hein, physiquement, Amen Thompson et puis, quand on voit son développement de son année rookie et cette année, que ce soit offensivement, c'est de plus en plus agressif à l'arceau. Il y a peut-être un peu de shoot encore, un peu de shooting à développer. Défensivement, c'est un enfer. C'est un enfer sur terre de se taper Amen Thompson. À voir quel match-up il aura. Est-ce qu'il va être envoyé premier rideau sur du Butler, sur du Steph? À voir quels ajustements Udoka mettra en place. Mais vraiment, c'est ce côté facteur X que je vois du côté de Houston. Et côté Warriors, je me fais pas trop de doute sur le fait que Steph, va faire une série assez correcte au shooting. Le facteur X, bien évidemment, c'est Jimmy Butler. Si les Warriors intègrent un Jimmy Butler playoff qu'on a vu à Miami, j'ai peur que la série ne dure pas très longtemps. J'ai C'est assez vrai. Je te rejoins vraiment sur les facteurs X parce que Amen Thompson va découvrir, enfin l'expérience playoff là, ça va vraiment être le cas. La saison dernière, bon malheureusement on l'a pas beaucoup vu et mais moi j'en étais même venu à avoir des doutes sur enfin, est-ce que c'est pas Ozar le meilleur des 2? Ouais, Moi je des 2. trouve que là cette année, je veux dire, c'est un des joueurs qui a le plus, qui a crevé l'écran. Il est incroyable et je pense que c'est peut-être le joueur le plus important pour l'avenir des Rockets maintenant. C'est Ouais, je suis peut-être un d'accord. ça peut paraître prématuré. Sengun, c'est un virtuose, enfin, il a énormément de talent, dans les pattes, c'est génial. Il a quelques lacunes ici et là, hein, que Ime Udoka ne manque pas de lui rappeler en stigmatisant honteusement les joueurs européens. Mais Amen Thompson, tu as raison, il y a un monde où il est capable de défendre sur, tous les postes, de faire vivre un enfer aux meilleurs attaquants adverses. Et j'ai pas trop de doutes sur lui. Alors ça peut être un facteur X parce qu'il va découvrir, et qu'on sait pas quel peut être son apport offensif notamment, mais je suis sûr il sera présent, tu vois? Et Ouais, on va le voir, donc du coup, du côté des Rockets, moi, l'un des facteurs X, ce serait l'apport des vétérans justement. Les jeunes, OK. je vois à peu près ce qu'ils sont capables de faire. Je pense que Sengun va faire son boulot, que Jalen Green aura des pointes au scoring, d'autres matchs plus difficiles, mais le l'opportunité que pourraient avoir les Rockets de passer, pour moi, ça va dépendre de la fiabilité de Van Vliet, la fiabilité de Dillon Brooks. Brooks Mmh. a beaucoup marqué ces derniers temps, il a fait des gros matchs, hein, au scoring, tout Ouais. en étant la peste défensive qu'on connaît. Je pense que si eux sont au rendez-vous, s'ils arrivent vraiment à être les leaders de l'équipe pour bien encadrer les jeunes, ça peut être très dangereux pour les Warriors. Je dis pas que ce sera le scénario, mais ça va être la clé à mon sens. Parce Ouais, que non, ça s'entend. ils vont imposer des matchs très, très durs défensivement. Ils vont finalement la clé et c'est aussi un facteur X, ça va être l'arbitrage, je pense. Je J'aime pas mettre en avant l'arbitre, dire, tel arbitre a fait ça, mais sur l'ensemble d'une série, la permissivité, si je peux me permettre, des arbitres par rapport au côté physique du jeu des Rockets peut déterminer le sort de certains matchs, je pense. Ouais. S'ils décident de siffler les 3 quarts du temps et de pas les laisser trop, faire défendre à leur sauce, ce sera compliqué. Si par contre, ils les laissent jouer dur, les Warriors vont pas aimer ça. Tu as un vrai duel, tu as un vrai match dans le match, et bon courage aux arbitres. Je suis d'accord avec toi, les arbitres auront un gros rôle à jouer, mais en même temps, qui a envie d'arbitrer une série de playoffs entre Dillon Brooks et Draymond Green? Ah mon Dieu, elles sont Oh là 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 là! Quel enfer, quel enfer! Mais tu as raison, en même temps, c'est deux joueurs qui auront un impact énorme. Et puis quand on sort du terrain et des joueurs entre guillemets, il y a une vraie aussi, je trouve, match-up entre les coachs, quoi. Steve Kerr contre Ime Udoka, quand on sait ce qui a pu entre guillemets être dit sur Steve Kerr l'an passé et même au cours de la saison, là, des problèmes d'ajustement, le rôle de Kuminga qui est pas trop sorti du banc et plutôt Podziemski qui a pris le côté un peu, leader de ce young core.
Hem Et de l'autre côté, Udoka qui fait de cette équipe, la deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest, qui se sert aussi très bien de son banc, de Cam Whitmore, des mecs comme ça. Hem, Ça va être très, très intriguant. Moi, je me demande si c'est pas aussi un petit tournant à ce niveau-là, entre Udoka et Steve Kerr. Hem, qui aura la capacité, la faculté de mieux s'ajuster pendant les matchs et d'un match à l'autre? Steve Kerr a peut-être un peu plus d'expérience, enfin, a plus d'expérience sur le papier que Ime Udoka, mais Ime Udoka a aussi des armes, a connu des finales, contre les Warriors de Steve Kerr quand il était coach de Boston en 2022. Donc ça aussi, ce sera à suivre. Hem, Shai, je te laisse rebondir sur ce point coaching et je te laisse me donner ton prono. Ouais, sur le plan coaching, on a 2 très, très bons coachs, hein. Udoka a pas énormément de saisons à son actif, mais on a pu voir quand même, hein, de quel type Ouais, de c'est coach costaud, c'était. hein. Mmh, J'ai peut-être dernier point rapide, en fait, sur juste ça, ouais. sur cette série avant le prono, c'est le dernier match entre les 2 équipes, alors c'était de la saison régulière et Mmh, c'était dans cette fenêtre où les Warriors ont pas très bien fini. J'étais impressionné quand même par justement la manière dont les Rockets ont réussi à défendre, à ouais. envoyer des mecs en mission sur les Warriors. C'est un match où Curry est passé à côté, il avait fait 1 sur 10, 1 sur 10, au tir, mais les Rockets ont plein de monde, en fait, pour pourrir les matchs, tu vois? Mmh. Alors, je dis pas ça négativement parce que moi, j'aime bien aussi des équipes parfois comme ça, qui arrivent à défendre dur et à rentrer dans la tête des autres. Tu vois, tu citais Cam Whitmore, ça, c'est plus pour le côté attaque. Moi, il y a un joueur que j'adore, sur le banc des Rockets, c'est Tari Eason. Tu vois, Harrison, ouais. typiquement, si ça bagarre, il sera là, tu vois? Il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé, c'est, Jabari Smith qui a quand même un fort potentiel aussi, qui la hiérarchie que tu évoquais à juste titre, elle est importante. Elle va se déterminer aussi pour un mec comme Jabari Smith. Donc le dernier, si on se base sur le dernier match, et je pense qu'il faut quand même se baser un petit peu dessus, sur le côté psychologique, heu, mon pronostic va aller dans le sens d'une victoire des Warriors, mais en 6 manches. Je pense qu'il y aura 4-2, que ça va faire peut-être 2-2, que ça va être bien accroché au début avec des matchs, âpres et qu'après les Warriors, sur l'expérience, sur les individualités offensives, vont faire la différence. Merde, on est alignés sur les 2 premières séries, on voit un sweep pour OKC et une victoire des Warriors 4-2. C'est fou. Non, mais oui, je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a un scénario où Houston passe cette série? Il faudrait vraiment un alignement de planètes dans le sens où il faudrait que Steph ne soit pas forcément en réussite au shoot sur l'intégralité de la série. Sur 7 matchs, j'ai un peu du mal à y croire. Il faudrait que, Butler, Draymond Green se prennent un peu la tête, n'arrivent pas forcément à mettre ce qu'ils veulent en place, n'arrivent pas à rentrer aussi dans la tête de ces jeunes joueurs de Houston. Parce qu'il y a le côté expérience aussi qui rentre forcément, qui est un facteur. Alors OK, Dillon Brooks, c'est un joueur expérimenté, Fred VanVleet, Steven Adams, mais ça n'a pas de bague, ça n'a pas de bague. Et puis Sauf Steve VanVleet avec, Toronto. oui, VanVleet avec Toronto, mais c'est le seul Ouais, et voilà, VanVleet physiquement, à un moment donné, il a montré aussi cette saison que ça commençait aussi à être un petit ouais, peu compliqué, notamment ouais. défensivement. Donc à voir. Après je te rejoins, je pense qu'il faut prendre en compte le dernier match de régulière où Houston a très, très bien muselé, Steph et globalement cette équipe des Warriors. Donc je te rejoins sur le côté début de série un peu chaud. Peut-être pas peut-être un 2-2. Je suis d'accord avec toi sur le 2-2 et les Warriors feront la différence sur le match, 5. Ils vont le prendre et derrière je les vois aller finir la série à Houston, parce que plus d'expérience, parce que, c'est compliqué de parier sur une série, contre Butler et Curry, en fait. C'est compliqué contre ces Warriors où même s'ils ratent un petit peu leur fin de saison régulière cette dernière semaine, ils ont quand même enfin, il y a des acquis, quoi. Il y a eu le temps de mettre des choses en place depuis l'arrivée de Butler. Il y a une alchimie qui s'est créée. Il y a un Podziemski aussi qui se développe. Il y a du Quentin Post à l'intérieur qui a montré des choses pas inintéressantes, à voir comment il sera utilisé. Est-ce que Kuminga sera aussi un petit peu utilisé pour répondre à cette physicalité et cette jeunesse de Houston? Je pense qu'il y aura pas trop le choix, en fait. Steve Kerr va devoir utiliser Kuminga. Donc intéressant, mais ouais, je te rejoins sur le 4-2, mais attention, attention les Warriors à pas faire n'importe quoi parce que, quoi qu'il arrive, c'est une série où Houston a encore une fois beaucoup plus à gagner qu'à perdre et sur un malentendu, attention, attention, on n'est pas prêt enfin on est tu sais une petite cheville qui tourne, un petit truc comme ça, un Draymond Green qui prend une technique qui est expulsé pour un match, tu sais des trucs qui peuvent tourner un peu en la faveur du Houston et à voir comment, mais je te rejoins sur le côté expérience, je pense que les Warriors vont faire le taf. On va passer sur la troisième série qui, me concerne moi directement.
en tant que fan de Nico Harrison. Les Los Angeles Lakers vont affronter les Minnesota Timberwolves. Là aussi, on est sur une grosse série de la conférence Ouest. Les Lakers qui terminent 3e à l'Ouest, ça, je pense que pas grand monde les avait vus terminer à ce niveau-là. Une saison à 50 wins, 32 défaites. Il y a eu le trade, on va pas revenir là-dessus. On a fait des vidéos, on en a parlé, on ne cesse d'en parler. L'arrivée de Luka Doncic dans cet effectif, la 18 millième jeunesse de LeBron à 40 ans, qui joue comme s'il en avait 25 et qui a la dalle. Il a la dalle! Il a la dalle! Je n'avais pas vu LeBron comme ça depuis la saison dans la bulle. Tu sens que le mec, ça y est, nouveau challenge. Il y a son fils spirituel qui est arrivé dans le vestiaire à côté de son fils génétique, si on peut le dire comme ça. Il y a du Dorian Finney-Smith, il y a du Jared Vanderbilt, il y a du Rui Hachimura, il y a le développement continu d'Austin Reeves qui est mon MIP. Il y a des joueurs comme Gabe Vincent qui se sont retrouvés. Avoir l'utilisation de Jackson Hayes, bon bref, je vais pas trop m'étaler sur ce joueur-là. Mais bref, t'as un collectif hyper impressionnant du côté des Lakers, avec un coach rookie qui a montré de très belles choses en JJ Redick. Et de l'autre côté, tu as cette équipe de Minnesota qui s'est un petit peu foirée sur son début de saison. Après un trade aussi, je pense qu'on a trop pris pour acquis le fait que enlever Karl Anthony Towns de Minnesota, c'était quelque chose d'hyper important à prendre en compte pour cette équipe. Donc c'est normal qu'ils aient galéré sur ce début de saison. Tu leur as mis Randle dans les pattes, il fallait s'ajuster. Anthony Edwards a un peu galéré sur son début de saison. Lui, on n'en parle pas trop, mais il nous fait une deuxième partie de saison de zinzin de l'espace aussi. Les bons ajustements qui ont été faits aussi au niveau du coaching. DiVincenzo qui est aussi lui aussi monté en rythme petit à petit. L'éclosion de Nickel Alexander-Walker en sortie de banc, hyper intéressant. Mike Conley un peu plus difficile physiquement. La très bonne fin de saison de Rudy Gobert à l'intérieur. Ouais. Bon, Randle, pas inintéressant aussi sur le jeu demi-terrain. On connaît ses limites, notamment en playoff, donc à voir ce que ça va donner. Naz Reid, qui est dans une saison où il y a une player option, mais il va y avoir un contrat à aller chercher et il a des choses à prouver, Naz Reid, à l'intérieur. On sait que financièrement, le départ de Kat était aussi potentiellement pour re-signer Naz Reid à long terme. Donc lui, il va avoir un contrat à aller chercher, il a des choses à prouver. Des McDaniels, enfin bref. 2 effectifs physiques. On parle de la physicalité des Wolves, mais je pense que les Lakers sont aussi un effectif assez physique. Avantage peut-être de taille, en tout cas à l'intérieur pour Minnesota. On a posé les bases. Comment tu la vois cette série? C'est simple, je change d'avis à peu près, toutes les 3 heures sur, l'issue parce que parce que, c'est difficile de se détacher quand tu suis vraiment toutes les saisons depuis des années, c'est difficile de te détacher de certaines impressions de la saison passée. Je vais te dire, de base, je au talent, et sur le fait que je trouve que les Timberwolves sont un peu essoufflés par rapport à l'année dernière, je vois les Lakers, passer et on parlera du score après ou de la manière dont Mmh. ça pourrait se passer. Le talent, le fait d'avoir Luka Doncic et LeBron James, bon voilà, faut toujours se pincer pour voir ça et toi, en tant que fan des Lakers, je pense que tu dois toujours halluciner. Mais, l'impression de la saison dernière, c'est l'équipe pendant les playoffs. J'avais pas vu une équipe défendre aussi bien et fort que les Timberwolves Ouais, en playoff l'année dernière. Chaque match, j'étais halluciné. Alors pareil, évidemment qu'il y a toujours l'arbitrage qui est un facteur à prendre en compte. Quand ça joue très dur, jusqu'à quel degré tu laisses les mecs défendre dur. Mais je trouvais ça phénoménal et pour ça à mon sens, qu'ils sont allés en finale de conférence, hein. ouais, Est-ce qu'ils sont pour moi, la clé est là. Est-ce qu'ils sont capables de redéfendre aussi dur que sur tous les playoffs de l'année dernière? Alors que les Lakers ont les options que tu as parlé, c'est-à-dire, LeBron qui est pas obligé, de faire que des miracles et des matchs, à 40 points à son âge. Il y a Luka Doncic qui va monopoliser l'attention, qui aime particulièrement bien jouer contre Rudy Gobert, malheureusement pour notre compatriote. Austin Reeves, très important ce que tu as souligné aussi, qu'il soit MIP ou pas, il a vraiment, il est monté en gamme en fait, voilà. Il a mmh, confirmé la confiance qui lui a été accordée. Donc là où je vois les Lakers potentiellement être en difficulté, c'est si en face ça défend le plomb pendant toute la série et ouais, qu'Anthony Edwards fait une série de superstars. Voilà. C'est une star de la ligue, Anthony Edwards. Il était pas loin du statut de superstar avec les playoffs de l'année dernière, il a vraiment été bon. Il lui manque voilà, si là, avec son niveau de jeu, il arrive à faire en sorte que les Wolves sortent les Lakers, ces Lakers-là,
là, il va changer de galaxie, tu vois? Hem, mais c'est une série qui est fascinante. Vraiment, il y a ce nouveau visage des Lakers, il est hyper intéressant. Je veux dire, ça le fait qu'ils se soient mis à mieux défendre alors qu'ils perdent Anthony Davis, ça a aucun sens. Le l'avènement, je trouve, de JJ Redick comme un vraiment très bon coach très, très tôt dans sa carrière et dans un contexte qui est pas simple. C'est Parce clair. il est arrivé clairement moi, c'est un joueur que j'ai adoré à Orlando. C'est un des consultants que j'écoutais le plus, en termes de podcast, je le trouve brillant. Mais par contre, je trouvais ça un peu abusé qu'il ait un poste tout de suite comme ça, aussi exposé. C'était très, très casse-gueule. Il a montré, malgré les remous qu'il y a eu pendant la saison et tout ce qui lui a été, imposé aussi, c'était un coach très, 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 très doué, je pense, tactiquement, sur le management des hommes aussi. Et ça peut aussi faire la différence. Donc, un jour, je me dis, enfin, d'une heure à l'autre, je me dis, ah, les Lakers, Doncic, LeBron, comment tu fais? Enfin, quel enfer, qu'est-ce que tu fais derrière, plus des joueurs autour qui sont relativement physiques, comme tu l'as dit. Comment tu fais quand tu es les Timberwolves et que tu es extrêmement irrégulier, comme ils l'ont été cette saison? Et d'un autre côté, je me dis: «Non mais attends, il y a plus 4, mais c'est pas 4 qui faisait la force défensive de cette équipe». C'était Gobert, c'était McDaniels, c'était même Edwards quand il s'y mettait, Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker. Bref, tout ça fait que je change d'avis souvent et peut-être que ça se retranscrira sur mon pronostic, dans quelques minutes. Moi, en fait, ce qui me fait peur, je suis d'accord avec toi, la physicalité, la défense de Minnesota peut mettre en difficulté les Lakers. Et encore que, je pense qu'ils peuvent les mettre en difficulté sur certains matchs. Je les vois même là-dessus, je les vois pas les mettre en difficulté sur 7 matchs, en fait. Et deuxième chose, OK, Kat n'était pas un leader défensif, loin de là. Mais il avait montré des belles choses l'année dernière, notamment à côté de Rudy. On sent qu'il y avait des efforts qui avaient été faits. Mais par contre, de l'autre côté du terrain, enfin, Kat est un élite offensif. Ouais. Je ne suis pas sûr que Randle puisse jouer à un niveau pendant les playoffs que Kat avait, Ah ouais, potentiellement. en tout cas, il l'a jamais montré, oui. Et que même si, en fait, Anthony Edwards fait une série de superstars, ce dont je ne doute pas trop, en fait, parce que je pense qu'en plus, on le connaît, il a la dalle, on a vu les sorties là, les sorties médiatiques où il a dit: «Allez, tout le monde veut voir les Lakers passer, moi j'adore ça, je m'en» enfin, on sait que c'est un joueur qui aime ça, tu vois? Mais même ça, en fait, je me dis que le niveau de playmaking des 3 monstres en face, du trio là, du monstre à 3 têtes des Lakers est en fait un enfer pour Minnesota. Que tu en as parlé Rudy, j'ai peur qu'il ne passe pas énormément de minutes sur le terrain parce que s'il est sur le parquet, quand tu as Luka, LeBron et Austin Reeves et l'intelligence du jeu de ces mecs-là qui vont demander des switches, bah Rudy, il va être en difficulté, en fait. Rudy, il y a un monde où c'est peut-être même l'une des pires match-up pour lui. Je pense que Rudy aurait largement préféré jouer Denver, avoir limite même un Jokic, tu vois, en face de lui, un vrai pivot, qui va jouer dans la peinture et que des mecs qui vont aller à chaque fois demander le switch, le prendre de vitesse, lui faire prendre des fautes. En fait, quand la série est tombée, je me suis dit: «Merde, en tant que fan des Lakers, ça me fait chier de jouer les Bulls parce qu'ils sont sur une très bonne dynamique de fin de saison. Il y a de la physicalité, il y a de la taille». Mais en fait, plus le temps passe, plus je me dis que ces Lakers sont aussi en mode enfin, tu vois, on parlait des équipes en mode un peu revenge. Je pense que l'état d'esprit de Luka Doncic sur ces playoffs-là, on le sous-estime peut-être un peu trop. Je pense que dès cette année, il a envie, en fait, de dire: «Mais les gars, en fait, vous êtes des malades mentaux. Je suis L'achat, c'est super ce qu'il fait, hein, mais après Jokic, c'est moi le meilleur joueur du monde. Il y a pas Mmh. de débat. Je pense que LeBron a pris conscience de ça et qu'il est en mode: «Mais les gars, vous imaginez si à 40 ans, je peux être compétitif pour aller chercher une bague? Dans le débat du GOAT, je prends une bague à 40 ans? Qui va discuter encore avec moi?» Et il y a le développement de ces mecs-là. Il y a du Gabe Vincent, il y a du Dorian Finney-Smith, il y a du Vanderbilt, il y a du Rui Hachimura. Vas-y, je te donne mon prono et après je te demande le tien parce que je peut-être que je sais pas si je m'enflamme ou pas. Mais si Minnesota arrive à prendre 2 matchs à ses Lakers, bravo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je serais plus sur un 4-2 dans le meilleur des mondes pour Minnesota et en fait un 4-1 pour les Lakers parce qu'il va falloir tellement de choses pour que Minnesota gagne plus d'un match que en fait, je vois les Lakers trop forts dans l'ensemble des éléments qu'on a mis en avant pour perdre plus d'un match et contre Minnesota. Donc, allez, petit coup de poker, 4-1 pour les Lakers. Lakers in 5. Ça fait que du coup, on a un pronostic différent sur le score, pas sur le OK. vainqueur. Parce que je me suis arrêté sur les Lakers qui passent,
Je suis tout à fait d'accord avec toi quand je regarde enfin, tu regardes le niveau que n'a d'ailleurs pas encore atteint Luka Doncic parce qu'il est pas encore, à mon sens, à son sous sa meilleure version. Il revient progressivement. Il y a eu quelques matchs où il a pu passer un peu à côté, mais on sait très bien que quand les playoffs arrivent, Doncic, arrive à son meilleur niveau. Je pense que ça fera pas exception ce coup-là. Hem, Moi, je suis parti, tu disais qu'il faudrait, beaucoup de choses pour qu'ils en gagnent 2. Je pense que les Wolves en gagneront 2 et OK. j'ai hésité entre le 4-2 et le 4-3 parce que je pense qu'ils ont quand même des choses à proposer. J'espère que Rudy ne sera pas, tu as raison, hein, c'est-à-dire c'est une des problématiques qui est sur toutes les lèvres là-bas. Est-ce que Rudy est-ce que tu peux le mettre sur le terrain, au moment de, enfin dans un match de play-off à haute intensité? Moi, je pense que oui et même contre cette équipe, tout dépend de comment il est entouré et ça va dépendre aussi des facteurs X des Wolves. Heu, j'ai pas évoqué Jaden McDaniels, pour moi, c'est lui le facteur X OK. de pour les Wolves et pas loin d'être pour la série parce que quand il est bon, il est vraiment très, très bon en attaque comme en défense et à contrario, quand il passe à côté des matchs, c'est très pénalisant pour l'équipe. Tiens, une petite question en termes de Ouais. match-up, tu l'enverrais sur qui en défense? Sur Luka, moi je l'envoie Sur sur le Luka, c'est enfin, de toute façon, personne peut défendre correctement, sur Luka à part, Oui et puis il va y avoir du switch dans tous les sens. ça va C'est switcher le dans jeu tous les des sens. Lakers. Ça va être un ballet, défensif, assez incroyable d'ailleurs, ça vaudra le coup. Mmh. Perso à part Luguentz-Dort qui gêne Luka Doncic en NBA, de son propre aveu, personne. Et donc ouais, McDaniels, prioritairement sur Doncic, mais bon, ça va switcher et du coup, ah bah, pour le pronostic final, 4-2 pour, les Lakers. OK, OK, OK. Bon, bah, on n'est pas si loin que ça. Moi, c'est vrai que, en fait, je vois les Lakers faire le taf au début, à la crypto, Staples Center.com. En fait, je les vois retourner à Minnesota à 2-0 en étant sérieux sur les 2 premiers matchs. Minnesota aura un petit peu d'orgueil et prendra soit le troisième soit le quatrième match et je vois les Lakers terminer à la maison. Parce qu'il y a aussi une chose qui rentre en compte là-dedans, c'est que c'est la première année depuis 2 ou 3 ans où les Lakers ne jouent pas le play-in. Que les Lakers ont aussi, eu une dizaine de jours pour se mettre en jambes et on sait que pour Papy LeBron, ça fait du bien aussi de prendre ce temps-là pour travailler sur son corps. On a vu des vidéos aussi où, je sais pas si tu les as vues, où il taffait son travail au poste. Ouais. Donc il y a un monde, tu vois? Les Lakers se préparent à jouer petit. Les Lakers se préparent à jouer avec Rui et LeBron à l'intérieur et c'est vraiment pas une match-up cool pour Minnesota. Là où Minnesota aurait très bien pu avoir limite l'avantage contre les Clippers, contre Denver, contre Houston, je trouve que les Lakers, c'est vraiment une match-up vraiment compliquée pour eux, en fait. Donc voilà. Écoute, on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, vive les Lakers. On aura, 1er match de cette série, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. Donc peut-être que tout mon prono partira en vrille et que Minnesota, gagnera ce premier match et qu'Anthony Edwards aura mis 50 points et là, je serai en grande difficulté ou pas. On verra bien. On va partir sur cette dernière, confrontation, cette dernière série du premier tour de play-off à l'Ouest. Qui est selon moi la plus belle série de tout ce premier tour de play-off. Je pense qu'on est tous accordés là-dessus pour le dire. En tout cas, c'est peut-être la match-up la plus équilibrée et celle qui va nous mettre le plus en difficulté sur le prono. Les Denver Nuggets vont affronter les Los Angeles Clippers, 4e et 5e. Les Clippers qui terminent la saison, enfin les 2 équipes qui terminent la saison en 50 victoires, 32 défaites. Donc l'avantage du terrain pour Denver parce qu'au moment, des confrontations directes, Denver a l'avantage. Attention, ne pas trop s'arrêter sur les matchs de saison régulière parce que si je ne te dis pas de bêtises sur les matchs de saison régulière, Kawhi ne jouait pas et ça change un peu tout. Pour faire un petit résumé rapide, vous le savez, le coach et le GM de Denver ont été licenciés il n'y a pas plus d'1 semaine. Et pourtant, on sent sur cette dernière semaine de régulière que ça a peut-être redonné un petit coup de boost à cette équipe de Denver, un petit coup de boost, peut-être presque inattendu, en fait, vu cette saison régulière un peu en demi-teinte malgré un Nikola Jokic, tu vois? On parlait de Shai, qui devrait avoir ce titre de MVP, mais si Jokic, l'obtient, c'est tout à fait normal parce que le meilleur joueur du monde, voire l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, nous sort une saison en triple-double de moyenne avec un niveau de domination personnelle peut-être jamais vu dans l'histoire de ce sport. Jamal Murray fait une bonne régulière. On a peut-être tendance à un peu trop sous-estimer sa régulière qui est peut-être l'une de ses meilleures en carrière. Michael Porter Jr. fait un bon début de saison et post All-Star, ça a été un peu plus compliqué. Il y a aussi le retour d'Aaron Gordon, une bonne saison de Christian Brown aussi, lui, on en parle aussi pas mal dans le débat du MIP. Hem
Ce sera coach Adelman qui aura la lourde responsabilité de s'opposer à Tyronn Lue, qui lui, de son côté, sort une saison extraordinaire du côté des Clippers. Je dois le faire, je n'ai pas le choix, parce que je me suis fait pourrir sur Twitter et c'était mérité. J'ai chié sur les Clippers lors de mes previews de début saison. Je les voyais terminer 12e à l'Ouest. Ah Bah ouais, j'ai 12. Ah ouais, ouais. Pour moi, c'était un peu l'équipe. Je vais être dur dans mes termes, mais c'était un peu l'équipe Cassos où il y avait encore euh, on en a parlé, le joueur des Bucks. Kevin Ouais, Porter. Kevin Porter Jr., il y avait du Kai Jones, Mmh. il y avait Harden, on savait pas trop comment c'était, il y avait Kawhi après le départ de Paul George. Enfin bref, il y avait tous ces joueurs un peu, on savait pas trop ce que ça donnait. Et en fait, Harden nous sort une très belle saison, même si au niveau des pourcentages, c'était pas fou. Zubac est tout simplement l'un des meilleurs pivots de la ligue sur la saison Énorme. régulière. Ouais. Des deux côtés du terrain, il y a un dossier clair, net et précis sur le défenseur de l'année. Il sera top 3, top 5, ça va voir comment vous le classez, mais en tout cas monstrueux. Norman Powell a été à un moment donné dans les débats de savoir s'il était All-Star, ce qui est Ouais. pas rien. Et le retour de Kawhi, quoi. Le retour de Kawhi avec des Derrick Jones Jr. à côté. Enfin bref, les Clippers sont aussi un énorme effectif. J'ai posé les bases. Shai, donne-moi ton avis. Je suis évidemment d'accord avec toi sur le fait que c'est la série la plus intéressante parce que, bah, à cause des rebondissements de fin de saison à Denver, évidemment, à cause de cette espèce de sentiment d'urgence, pour Jokic. Bon, lui, peut-être pas lui personnellement, mais autour, on se dit: «Putain, effectivement, un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais est-ce que son prime est pas en train d'être, gâché?» Je sais pas si c'est le terme, mais peut-être un peu gâché si. Et parce qu'elle est ultra incertaine aussi. J'ai l'impression Mmh. que en discutant à droite et à gauche, il y a absolument personne qui voit, une équipe, s'imposer facilement. Tu verras sur le pronostic et peut-être qu'on aura le même, mais c'est le genre de série qui va s'éterniser un peu, dans l'idée générale des gens, voilà. Je pense qu'on va tous, déboucher sur un game 7. En tout cas, on l'espère et Ah, on et le et c'est veut, probable. Voilà. on le veut. Mais c'est en fait, tu pas à te t'auto-flageller pour le début de saison parce que les Clippers, à peu près tout le monde les a mis dans ce range, Ouais. peut-être entre la 9 et la alors d'où moi je pense que je les avais 9e, tu vois? Donc je les voyais play-in possiblement, mais c'est tellement dépendant de Kawhi Leonard, de son on est un peu échaudé, c'est-à-dire que dès qu'il recommence à être lui-même, il y a une blessure ou une incertitude. Là, ça c'est ce qui me fait dire que les Clippers sont vraiment, dangereux et terrifiants, même pour les Nuggets. C'est qu'on a, ce qui génère le scepticisme en général chez les Clippers, c'est chez moi en tout cas, James Harden en playoff. Donc voilà, c'est toujours, compliqué. C'est plus le même joueur qu'en saison régulière, c'est difficile. À cet âge-là, tu le vois pas forcément être l'option principale d'une équipe qui veut jouer le titre. Et il a montré totalement le contraire sur toute la saison. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a été le leader de l'équipe. La relation avec Zubac que tu évoquais, Incroyable. génial sur pick and roll, sur le terrain, en dehors du terrain, c'est génial leur connexion. Et que ouais, sur la deuxième partie de saison, là, je veux dire, il est fiable, il tient le coup, c'est explosif, ça défend bien. C'est impressionnant. Donc je peux que souhaiter, je touche du bois pour qu'on ait un Kawhi Leonard qu'on n'ait pas une petite notification, après un entraînement, ou après le match 1 ou 2, Kawhi ne s'est pas entraîné aujourd'hui, le genou grince. Bon, il y a on j'ai toujours peur de ça, mais ces Clippers sont bluffants. Tyronn Lue est un excellent coach. Il y a du monde, tu as raison, Norman Powell, super, il a fait Mmh mh. sa meilleure saison. Tous les joueurs qu'on a évoqués, c'est très, très bon. Yannick Batum aussi qui sert de liant dans l'équipe, qui est très bien. Tout est réuni pour qu'il soit, un outsider dangereux. À côté de ça, ce qui est fascinant aussi, bah, c'est ces Nuggets, parce qu'il y a un peu le syndrome de la bête blessée que Jokic met en Ouais, avant depuis que clairement. Malone n'est plus là. Parce que à part le fait que c'est une équipe qui est un peu potentiellement traumatisée par ce qui s'est passé, tu perds coach, GM, heu, tu défends plus un caramel, c'est compliqué. Bah, il reste, le meilleur joueur du monde, il reste, des joueurs autour qui étaient là lorsqu'ils ont gagné le titre il y a seulement 2 ans. C'est-à-dire Jamal Murray, était là, Aaron Gordon était là, voilà. Hem, Christian Braun était là. Michael Porter Jr. aussi. Michael Porter Jr. que j'ai pas cité. C'est hyper incertain parce que ça peut aller dans tous les sens, Mmh. mais on peut pas imaginer autre chose que quelque chose de serré. Ce serait vraiment surprenant si une équipe se promenait. Peut-être qu'après un coup, on se dira: «Non, mais en fait, il y avait Jokic, il va tourner en 38-15, 14 et il y aura pas de débat» ou malheureusement Kawhi va se refaire reconnaître un pépin physique ou Harden va refaire du Harden en playoff. Mais il y a un parfum un peu différent, je trouve, chez ces Clippers-là qui permet
de se dire que ça va être très, très compétitif et absolument tout le monde considère que c'est l'une des ou si ce n'est la série la plus excitante de ce premier tour. Moi, il y a un élément, au-delà de l'aspect, purement coaching, je pense que Denver a le meilleur 5 de départ des 2 équipes. Parce qu'à partir du moment où tu as Nikola Jokic dans ton effectif, c'est compliqué d'aller contre ça et que autour de ça, tu l'as dit, il y a des joueurs qui étaient là sur le titre d'il y a 2 ans, il y a des joueurs qui se connaissent, il y a alors peut-être qu'en termes d'individualité, heu, les Clippers sont peut-être 2 des 3 meilleurs joueurs de cette série. Mais en sortie de banc, je pense que les Clippers ont l'avantage assez indéniable sur le banc de Denver. Avoir l'utilisation de Russell Westbrook, avoir l'utilisation de joueurs comme, je sais pas, Zeke Naji, des mecs comme ça. Je suis un peu intrigué par le banc parce que les non-Jokic minutes vont être un élément déterminant. Est-ce que Jamal Murray est capable de dire: «Eh ben, en fait, non, c'est peut-être moi le troisième meilleur joueur de cette série derrière Kawhi et Jokic» et il est un peu là pour moi l'élément clé, en tout cas le facteur X du côté de Denver. Du côté des Clippers, c'est la santé de Kawhi. C'est la santé de Kawhi parce que si Kawhi est à 100, ça va être compliqué pour Denver. Aussi bien sur le côté physicalité, sur le côté, défensif, parce que là, c'est vraiment 2 oppositions. C'est l'une des meilleures attaques contre l'une des meilleures défenses de la ligue. Donc et puis si Kawhi est à 100 de l'autre côté et qu'il est capable de mettre, 20 à 25 points, sur la moyenne, enfin de moyenne sur la série, à côté de Harden, Zubac et Powell qui devraient normalement être assez réguliers aussi au scoring, ça peut être dur, dur, dur pour Denver et de l'autre côté, je me dis: «Putain, mais si Jamal Murray, il nous ressort les playoffs Jamal, des 2-3 dernières saisons, en tenant compte, surtout des séries contre les Lakers», hem, Mmh. bah, là, c'est le tournant, en fait. C'est le tournant. Donc quel est le meilleur duo de cette série? Quel est le meilleur banc de cette série? Les ajustements de coaching, je vois un avantage clair et net du côté des Clippers. Heu, mais c'est toujours très dur de parier contre Nikola Jokic, quoi. Est-ce que déjà dans quel, état sera Jamal Murray? Tu as raison, c'est le facteur X de la série, je pense, parce que si on a le Murray des playoffs, qu'on a vu l'année du titre, et même celle de la bulle dans un certain sens, c'est compliqué. Par contre, les Clippers, ils ont du monde à potentiellement envoyer sur lui aussi, tu vois? Défensivement, tu genre personne parle de Chris Dunn cette année, mais ça y est, la réputation qu'il avait avant d'être drafté haut et d'être quasiment un bust à un moment, là, défensivement, je le trouve, Ah, c'est il est un poison, exceptionnel. Il un est poison. exceptionnel. Quand Mmh. il est bien luné, il rentre ses tirs à 3 points. Sur le banc, ils ont de la physicalité avec du Derrick Jones. Peut-être qu'ils vont ressusciter un Ben Simmons pour des missions défensives aussi. C'est-à-dire ils ont de quoi proposer des trucs en matière de défense, tu vois? C'est clair. Et c'est un et Murray, s'il arrive à ce côté hiérarchique est intéressant sur qui est le meilleur joueur, quel est le meilleur duo, parce que sous leur meilleure version, on a vu que Murray et Jokic, bah, c'était un tandem qui gagnait le titre. Mmh. Et de l'autre côté, Kawhi et Harden, bah, Kawhi, tout seul qui a gagné des titres et Harden qui peut être un bon complément. Rarement en playoff, cela dit, mais ils ont de quoi proposer une opposition, assez dingue. Je Allez, on c'est y va, on y ouais, va, on y va. C'est le tu veux que je me moment. lance? Moi, je vois la série en 7 qu'on a évoquée. Je On est l'espère, d'accord. peut-être plus que je la vois parce que je l'espère parce qu'on a envie de voir ces mecs-là, à nous offrir 7 matchs avec la tension du dernier match. Hem, Là aussi, j'ai plusieurs fois changé d'avis depuis qu'on sait qu'il y aura cette série-là, mais je pense que je vais mettre Denver en 7. J'ai beaucoup mis en avant les qualités des Clippers et en disant qu'ils méritaient qu'on les considère comme, peut-être même les vainqueurs de cette série, mais ouais, je pense que les Nuggets vont gagner en 7. C'est terrible. C'est terrible parce que je ne sais toujours pas qui je sais que c'est en fait, je veux et je te suis et je sais que cette série sera longue. Je veux un game 7. Sur un game 7, j'ai trop de mal à parier contre Jokic. J'ai trop de mal à parier contre Jokic. Mais en même temps, je me dis: «Il y a un scénario où Kawhi, il est à 100 et sur un match 7, j'ai du mal à parier contre Harden, Kawhi, Norman Powell, Zubac, Tyronn Lue». Tu as donné Denver en 7. Allez, pour donner un petit peu donner un petit peu de peps à cette vidéo, on est quand même accordés sur nos séries, je vais mettre les Clippers en 7. Je vais mettre les Clippers en 7 et en fait, je me projette aussi sur la suite. Ouais. Je me demande si, enfin, quelle des 2 équipes pourrait le
plus mettre en difficulté OKC sur un deuxième tour et je me demande si c'est pas les Clippers, en fait. C'est possible, c'est possible, ouais, non, mais si, c'est tu raison, c'est important de se projeter aussi déjà, hein, mais C'est compliqué, c'est c'est bon. compliqué, c'est Non, mais là aussi, il y a des oui, il y a du répondant, ils ont des en fait, c'est vrai, je reviens juste sur le côté facteur X, finalement Harden aussi, c'est un facteur X parce que bah, oui, tout ce qui est toutes les critiques qui ont été, contre lui ces dernières années, même quasiment depuis le début de sa carrière lors des gros matchs de playoff. Bon, il a déjà finalement réussi à emmener les Rockets, très, très loin, mais si là, on a le Harden qui est pas plus inquiet que ça, de son pourcentage au tir et qui est essentiellement un playmaker et qui ressent moins la pression que ces dernières que par le passé et j'ai l'impression que c'est le cas. Ça change totalement les choses pour les Clippers et même au-delà de ce tour-là, en fait. Donc ouais, tu as raison, je pense que les Clippers peuvent potentiellement, poser plus de problèmes à OKC, mais quelque part, s'il y a un Denver-OKC, on se posera des questions. Bref, peu importe. Restons sur cette idée de qu'on veut voir un match en 7 et que, et que là, vraiment, tout est possible. Autant sur d'autres séries qu'on a évoquées avant, il y a des scénarios qu'on voit vraiment pas arriver. ouais. Là, tu me dis: «Bah oui, bah les Clippers, sont passés, voilà» et tu peux aussi me dire, «Bah non, bah finalement Kawhi, il a fait 2 matchs et puis après, c'était rideau et puis, un tel s'est fait la cheville» et ça nous casse le délire, mais je souhaite vraiment qu'on ait, une série en 7 là-dessus parce que je pense que ce serait magnifique. Ouais et pour ce faire, il faudrait que tout le monde soit à 100 parce que tu parles de Kawhi, mais si un Jamal Murray qui est pas à 100 physiquement ou qu'un Gordon ou un MPJ se fait la cheville, bah, là, c'est terminé. C'est Ah terminé, oui. c'est les collectifs seront très intéressants. On aura la chance de vivre ça ensemble demain, enfin non, aujourd'hui même parce qu'on est samedi, à 21h30 au Grand Rex, l'ouverture, de ces playoffs à l'Ouest, avec cette superbe match-up. Donc on pourra vivre ça ensemble. N'hésitez pas à nous donner vos pronos, vos avis aussi sur ces séries de playoffs qui arrivent à l'Ouest. On en a parlé, des semaines et des semaines. Cette conférence est tout simplement magnifique. Ouais. Nous, Shai, on se retrouvera potentiellement pour le deuxième tour, pour vous offrir ces previews, à voir, comment on se cale. Sur ce, je te remercie. Je Et te c'est dis cool, l'invitation. je te dis à tout à l'heure, on se voit au Grand Rex Bien sûr, avec plaisir. et puis sur ce, bah, n'hésitez pas à venir discuter avec nous aussi au Grand Rex. On se fera un grand plaisir de discuter basket avec vous. Très, très bon début de play-off à vous les amis. C'est parti, c'est le grand moment, le moment qu'on attendait tous et on se dit à très, très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao.